Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lenny Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. Bonjour et bienvenue dans Exchange, le podcast de CFA Society France. Mon nom est Philippe Maupas, je suis l'un des 3 hôtes d'Exchange. Cet épisode est un peu particulier. En effet, ce sont généralement les journalistes financiers qui posent les questions aux professionnels de la finance. Aujourd'hui, c'est moi qui vais poser des questions à des journalistes financiers. Je reçois en effet les représentants des 2 lauréats des Media Awards de CFA Society France. Ces prix, créés en 2014, récompensent les meilleures publications dans 2 catégories, presse professionnelle et presse généraliste. Le principe, les publications participantes sélectionnent au sein de leur production éditoriale 3 articles. Ces articles sont anonymisés et notés par les 10 membres du jury, présidé par Alexis Audurier. Tous sont des professionnels expérimentés de la finance et 9 sont membres de CFA Society France. Les Media Awards sont décernés aux publications ayant obtenu la meilleure note totale et aux articles ayant obtenu la note la plus élevée dans chacune des 2 catégories. Les Media Awards 2024 ont distingué le particulier dans la catégorie presse généraliste et la GFI dans la catégorie presse professionnelle. Et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Frasnetti, qui représente le particulier. Bonjour. Pascal, bonjour. Et Alexandre Garabédian, Managing Editor de la GFI. Alexandre, bonjour. Bonjour. Pascal Frasnetti, pouvez-vous nous parler du particulier, de son histoire, de son positionnement éditorial, de sa cible, du groupe auquel il appartient ? Alors tout à fait. D'abord merci pour ce prix. Vous l'avez dit, donc presse généraliste. Donc nous sommes un mensuel patrimonial grand public. Le particulier, c'est une belle histoire qui a commencé en 1949. L'idée première, c'était de se dire que le droit était de plus en plus complexe, voire assez décourageant. Et donc on est là pour le décrypter. C'était en tout cas l'idée de départ. On a été racheté par Le Figaro en 2010. Donc nous nous adressons aux particuliers qui s'intéressent à toutes les questions d'argent. On a toujours la même cible, on a conservé le même ADN, donc une logique de gestion en bon père de famille. Nous, on n'est pas une presse financière spécialisée, on n'est pas là pour faire des coups, donc si vous cherchez la poule aux œufs d'or en lisant le particulier, c'est pas la peine, passez votre chemin. Nous, on s'inscrit dans la durée, ce qu'on veut, c'est permettre aux lecteurs de créer, développer et transmettre son patrimoine. Merci. Je me dois d'indiquer ici que j'ai travaillé dans une vie antérieure dans la presse économique et financière, à des postes de développement. Je n'ai jamais été journaliste. C'est ainsi qu'à partir de 1995, j'ai travaillé pendant 6 ans dans le groupe qui détenait alors l'AGFI. L'AGFI qui n'était pas celui d'aujourd'hui, mais quand même celui d'aujourd'hui. Alexandre Garabédian, l'AGFI, c'est quoi ? Alors la GFI, c'est un très vieux média puisqu'on a été créé en 1911. Ça s'appelait l'Agence économique et financière. C'était une agence de presse avec des bureaux un peu partout dans le monde. Bon, l'histoire a beaucoup évolué depuis. On est donc un groupe de presse professionnelle et merci de nous avoir décerné ce prix dans cette catégorie. On est à la fois informateur et animateur de la communauté financière. On l'informe avec nos différentes publications et on l'anime avec des tables rondes, des événements qu'on organise toute l'année qui sont aujourd'hui une part non négligeable de notre activité. On s'adresse, on va dire, à un triangle avec 3 pointes, tous les agents économiques qui se financent, donc les entreprises financières ou non financières, les États, les organisations supranationales qui se financent par dette ou par capital. En face, ceux qui les financent, donc toute la chaîne de l'investissement institutionnel, asset manager, conseillers en gestion de patrimoine, en investissement, et puis tous ceux qui les relient, qui font vivre cet écosystème, donc les banquiers, les brokers, les infrastructures de marché, les régulateurs. Voilà, donc on s'adresse à tout ce monde-là avec 2 principes directeurs qui sont le factuel et l'analyse, aider tous les professionnels à comprendre le monde dans lequel ils évoluent, dans lequel ils travaillent et à les aider aussi pour accélérer leur carrière. La GFI fait partie d'un groupe. La GFI fait partie d'un groupe, depuis 2019 fait partie du groupe Bay Media, donc qui est le groupe qui a été fondé par Nicolas Bétou, ancien patron des Échos et puis du Figaro. Nicolas a fondé L'Opinion en 2013,
qui est lui un quotidien généraliste, libéral, pro-business, pro-européen. Et en 2019, il a acheté la GFI. Et donc aujourd'hui, B-Media contrôle à la fois l'opinion et la GFI. Les membres de CFA Society France sont des professionnels de la finance qui sont de gros consommateurs d'informations, mais je pense que la profession de journaliste est très mal connue de ses membres. J'aimerais donc que vous nous expliquiez comment on fait un média, quels sont les grands principes du journalisme, comment vous gérez une publication papier et une présence sur Internet. Et je vais commencer par vous, Pascal Frasnetti. Comment fait-on le particulier ? Alors, c'est une vaste question. On a une forte tradition, donc j'expliquais, on fait partie du groupe Figaro, donc on bénéficie bien sûr de leur savoir-faire. Notre valeur première que nous, on met en avant, c'est notre indépendance éditoriale, indépendance vis-à-vis des institutionnels et vis-à-vis de tous les acteurs financiers dont on parle. On n'est pas un féodé à la publicité, aux annonceurs, c'est pour nous vraiment très important. Et la deuxième chose, c'est notre expertise. On a des journalistes qui sont spécialisés chacun sur son domaine, des journalistes qui ont souvent 20 à 25 ans d'expérience. Donc s'il fallait résumer, voilà, notre journalisme, c'est l'indépendance et l'expertise, ce qui conduit, je crois, à un thème qu'on abordera sans doute, c'est la confiance des lecteurs, avec de l'expertise, avec de l'indépendance. Je crois qu'on crée une certaine confiance. On est un titre qui dure. Je le disais en aparté tout à l'heure, nos lecteurs sont abonnés en moyenne, nos abonnés sont abonnés en moyenne depuis 18 ans. Vous en avez combien de ces abonnés ? Là, actuellement, on est à 230 000 abonnés. Alors, je ne sais pas si tous les auditeurs et les auditrices sont familiers des notions de diffusion de la presse écrite. C'est un nombre absolument considérable. Quelles sont les ressources humaines pour faire un mensuel imprimé et animer un site internet ? Alors nous, on est un petit peu comme mon confrère Alexandre, c'est-à-dire qu'on est un peu il y a plusieurs publications dans le particulier. Il y a le mensuel, bien sûr, qui est la valeur phare, le navire amiral. Et puis il y a d'autres titres. Donc on a le particulier immobilier, le particulier vie pratique sur des sujets connexes. Donc on est en tout une cinquantaine d'employés, en tout cas, dont une trentaine de journalistes. Et ça, on y tient beaucoup. On a encore plus de 30 cartes de presse. Alors notre site internet, c'est plus récent. On y travaille. On a quelques milliers d'abonnés. On n'aime pas trop d'ailleurs communiquer à ces chiffres pour l'instant parce que la concurrence le fait pas trop. Mais en moyenne, on a déjà 3 millions de visiteurs uniques par mois, donc c'est en train de monter. Mais je le disais, voilà, le navire amiral, c'est le mensuel, donc 230 000 abonnés, mais aussi on considère qu'on a 1,7 million de lecteurs par mois, puisque donc le journal évidemment circule. Et puis l'autre point fort chez nous, c'est qu'on a construit ce qu'on appelle maintenant des verticales fortes dans le groupe Figaro, on disait. Donc on est devenu le référent en matière de patrimoine du Figaro et on traite pour eux, donc on est devenu le référent en termes de patrimoine et finances personnelles, et on réalise, l'équipe du particulier réalise les hors-séries patrimoine de tout le groupe Figaro. Puis on a aussi une autre brique dont j'aimerais dire un petit mot. On a la lettre des placements qui est un hebdomadaire, donc qui vient compléter un peu l'édifice pour ceux qui s'intéressent de plus près au suivi des valeurs boursières. Merci Alexandre Garabédian. Comment fait-on la GFI au quotidien ? Je vais rebondir sur ce que disait Pascal. On le fait d'abord avec des journalistes, c'est la base. Et nous, particulièrement, on s'adresse à des professionnels. Donc on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. On ne peut pas avoir des erreurs dans les papiers. Quand on parle de finance et qu'on écrit sur la finance, il faut comprendre de quoi on parle et il faut écrire des choses justes. Donc on s'appuie sur une rédaction qui aujourd'hui compte pas loin de 50 cartes de presse. La GFI au total, c'est à peu près 100 personnes, donc la moitié de journalistes, des journalistes formés, qui se forment continuellement, qui aiment la matière qu'ils traitent. On aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, comment on l'a fait quotidiennement, la GFI ? Voilà, c'est un métier de journaliste. Il y a des conférences de rédaction quotidiennes. On est abreuvé à la fois par du flux d'informations, par des conférences de presse, par des choses qu'on va chercher nous aussi. Et on a une approche qui est aujourd'hui très web. On a été le premier quotidien papier en France et peut-être en Europe en 2005 à abandonner le papier en rythme quotidien pour passer sur le web. Aujourd'hui, donc, il y a une offre à GFI, on va dire, de base, qui est la GFI
on trouve sur agfi.fr aussi, et puis on le décline en vertical, comme on le dit dans notre jargon, c'est-à-dire des expertises métiers. Il y en a 5 aujourd'hui, le private equity, l'asset management. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on fait l'AGFI. On n'a pas complètement abandonné le papier parce que on a lancé l'an dernier un mensuel qui est proposé aux gens qui reçoivent les offres asset management et investissement institutionnel. Et on a fait d'ailleurs paraître dans ce mensuel voilà, deux articles qu'on avait soumis au jury du CFA. Donc je suis content aussi que cette récompense les efforts qu'on a faits. Comment s'appelle ce mensuel ? Il s'appelle l'AGFI Alpha, donc petit clin d'œil à l'alpha, donc la surperformance que doivent apporter les gérants. Et donc il n'est pas vendu à part, il est proposé dans le cadre d'une offre d'abonnement qui est à la fois du web et du print, et qu'on a complètement refait l'an dernier. Enfin, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Simplement sur les grands principes, on a dit voilà, qualité, indépendance éditoriale, effectivement. Ces grands principes, de même que les professionnels de la finance ont des codes de conduite, des règles à respecter, réglementaires ou internes, il y a la même chose dans le journalisme. Elles sont fixées avec différents niveaux. Il y a une déclaration de Munich qui date de 1971 où tous les grands syndicats de journalistes ont pris un certain nombre d'engagements. Ça aboutit à une déclaration qui compte 10 commandements. Donc c'est essayer d'écrire la vérité, écrire des articles à partir de sources vérifiées, ne pas plagier les confrères, corriger des erreurs quand il y en a. Voilà. Ces principes-là se déclinent aussi au niveau national. Il y a une charte de déontologie des journalistes qui est appliquée en France, à laquelle tous les journalistes souscrivent, même s'ils ne sont pas syndiqués. Hein. Et puis, il y a des chartes internes aussi qui peuvent être élaborées par différents, au niveau de chaque média ou chaque publication. Nous, c'est notre cas. On a charté, par exemple, la participation des journalistes aux événements. Les journalistes de l'AGFI animent des événements de l'AGFI. Ils peuvent animer des événements de partenaires de l'AGFI, mais ils sont toujours rémunérés par l'AGFI, ils ne font pas de ménage. Voilà. On a charté tout récemment l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'AGFI. Donc, vous voyez, il y a différents niveaux. Et ça donne quoi, cette charte sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ? Alors, cette charte est très légère. Elle pose 2 principes, parce qu'on ne peut pas charter quelque chose qui est en évolution permanente, donc elle aura sans doute vocation à évoluer. Elle pose 2 grands principes qui sont, le premier principe, c'est d'abord la qualité éditoriale. Nous, on vend de l'information à valeur ajoutée, on essaye de le faire, donc elle a un coût de production et elle a un prix de vente qui ne sont pas négligeables. Et donc, le premier principe, c'est d'affirmer encore et toujours la compétence des journalistes là-dessus et de prévenir les lecteurs, c'est la moindre des choses, quand on utilise l'IA pour de quelque manière que ce soit. Un exemple, par exemple, les illustrations, les dessins. Bon. On se refuse d'utiliser l'IA sur certains... Évidemment, l'IA ne va pas écrire les articles des journalistes à leur place. On ne fera pas de photos à partir d'IA parce que une photo, c'est de la news, et donc une photo fabriquée à partir d'IA, c'est de la fake news. Mais le deuxième principe, c'est aussi d'explorer toutes les potentialités que l'IA apporte au travail quotidien des journalistes. Ça peut permettre de synthétiser en amont des rapports qui vont permettre aux journalistes de travailler sur tel ou tel sujet. Ça apporte des choses en termes de marketing, de diffusion, voilà. Donc, on est sur une évolution technologique majeure. Il ne s'agit pas de refermer le dossier en disant « je ne toucherai pas », comme certains ont pu le faire avec Internet dans les années 90. Cet épisode d'Exchange est garanti sans intelligence artificielle. Pascal Frasnetti, comment le particulier qui s'adresse, comme son nom l'indique, à des particuliers, s'adapte-t-il pour couvrir à la fois l'actualité des placements traditionnels et celle des placements émergents qui intéressent une nouvelle population d'investisseurs plus jeunes et qui ne sont pas nécessairement consommateurs de médias traditionnels. Et pas toujours plus éclairés, oui. Alors nous sommes et nous resterons très ancrés sur les placements traditionnels. Hein. On va citer quelques-uns, le plan d'épargne en action, l'assurance vie, le plan d'épargne retraite, l'immobilier, tout ça, ça constitue le cœur de nos sujets et ça le restera. Les placements émergents, bien sûr, on regarde à condition qu'ils aient un intérêt patrimonial. Donc on l'a dit tout à l'heure, on ne fait pas vraiment de finance au sens où on n'apporte pas de conseils, par exemple, sur du trading. De même, on préfère rester
rester à l'écart des cryptoactifs, non pas par frilosité, mais par prudence, parce que, encore une fois, voilà, pour nous, il ne s'agit pas d'investissement, il n'y a pas d'actifs en face. En revanche, on peut citer plusieurs d'autres catégories, comme on croit beaucoup, par exemple, aux ETF, aux trackers. On est même capable de publier des allocations sur les trackers. Voilà, plus globalement, on étudie tous les produits qui sont très distribués, notamment dans les banques, donc ça va des livrets bancaires jusqu'aux fonds structurés. Pourquoi ? Parce qu'on se veut le reflet du quotidien, donc c'est en s'intéressant comme ça à ce qui est proposé à l'investisseur qu'on pense être utile. Et si je reviens sur les jeunes, parce que ça c'est vraiment un dossier très intéressant. Alors on va pas se mentir, Philippe, le particulier est plutôt lu par des personnes en moyenne qui ont 60 ans, on l'a dit tout à l'heure, que par les jeunes de 20 ans. Et on constate qu'il y a beaucoup de pièges évidemment tendus, notamment sur les réseaux sociaux en termes d'information. Donc nous, Alexandre le disait très bien tout à l'heure, on a une information fiable, pertinente, vérifiée, de qualité, mais on s'intéresse, ça ne nous empêche pas de nous intéresser à la manière dont les jeunes appréhendent l'investissement et le découvrent sur les réseaux sociaux. On aimerait bien les guider, les accompagner dans la durée, je crois qu'on en est capable, et pour ça il faudra évidemment rajeunir un peu le titre. Je voudrais rappeler une statistique qui est sortie la semaine dernière, c'est que 35% des jeunes de moins de 35 ans ont déclaré s'être fait arnaquer déjà au moins une fois par des produits financiers, contre 15% seulement, tous âges confondus. Donc on voit bien qu'il y a un véritable sujet sur les jeunes et l'épargne, et je crois qu'on a un vrai rôle de pédagogie à poursuivre auprès d'eux. Alexandre Garabédian, comment fait-on à l'AGFI pour avoir une rédaction capable de maîtriser une matière de plus en plus complexe, alors même que la principale source d'information, ce sont des entreprises financières qui ont des moyens considérables à leur disposition et qui ne sont pas nécessairement toujours transparentes? Alors c'est la principale source, mais ce n'est pas la seule, heureusement. Peut-être juste en propos liminaire, un journaliste n'est que journaliste. Il n'est pas banquier, il n'est pas assureur, il n'est pas asset manager, même s'il a pu avoir des expériences professionnelles. Il est journaliste, et donc son métier, c'est d'analyser ce qu'on lui présente, d'appeler des experts, de confronter les points de vue, et en définitive de les analyser lui avec un regard critique, et de faire la synthèse au lecteur. Et donc, comment il fait? D'abord, pour comprendre ce qu'on lui dit, avoir un dialogue riche et intelligent avec ses sources, il se forme, donc où il a été formé à ça. À l'AGFI, par exemple, on a beaucoup de gens qui ont des formations de journalisme, mais on a aussi beaucoup de gens qui ont des formations financières, juridiques, donc qui ont cette culture financière, économique, juridique au départ, qui, c'est vrai, manque beaucoup au monde de la presse en général en France. Mais c'est une question plus vaste de culture économique et financière en France qui laisse encore un peu à désirer. Donc il y a cette formation, on va dire, initiale, il y a de la formation continue ensuite, où moi par exemple, puisqu'on est au CFA, j'ai passé le CFA dans les années 2000 à un moment donné où je me sentais que j'avais besoin de remettre un peu à jour mes connaissances financières, puisque j'ai une formation par ailleurs économique et financière. Il y a un autre journaliste de l'AGFI qui a passé ce CFA Charter Holder un peu plus récemment. Donc voilà, vous avez ce premier point. Le deuxième, je le disais, il faut varier vos sources. Les entreprises, oui, apportent de l'information, mais vous avez plein d'autres sources. Vous avez des analyses, des experts indépendants, des économistes, des syndicats. Et donc, c'est à partir de tout ça que vous faites votre vue des choses, et que vous pouvez trier le bon grain d'ivraie. Pascal Frasnetti, depuis l'irruption d'Internet sur la scène planétaire, il y a déjà près de 30 ans, les médias traditionnels ont entamé un très très lent déclin. L'avenir est-il radieux pour des médias traditionnels dont le particulier fait partie, alors que les sources d'information non traditionnelles se multiplient? Certaines sont bonnes, certaines sont médiocres, d'autres sont absolument épouvantables. Et par ailleurs, alors que la défiance vis-à-vis des institutions augmente, et parmi ces institutions figurent à la fois les institutions financières et les médias, qui figurent tous les deux en bas de classement des professions en matière de confiance, ou plus exactement de défiance, et ce dans le monde entier.
Alors, vous avez parlé de lent déclin. Je partage tout à fait ce point de vue. Pour certains, le déclin a été malheureusement un peu plus prononcé. Nous, déjà, on est toujours là avec une forte audience. On l'a dit tout à l'heure. Donc nous, on prend le problème un peu autrement. On est toujours là et on se dit que tant qu'on reste utile au lecteur, qu'on lui apporte une information de qualité, qu'on continue à lui délivrer des conseils de qualité. Alors oui, notre marque, le particulier, a encore de l'avenir. On y croit en tout cas. Et puis voilà, actuellement, en effet, il y a beaucoup de défiance. Je dis pas qu'on n'est pas concerné par cette défiance, mais Alexandre l'a aussi bien dit tout à l'heure, on essaie de regarder tout ce qui se passe. C'est-à-dire que le marketing, nous, on essaie de l'écarter. Et Dieu sait si, notamment dans les communiqués de presse qu'on reçoit, il y a beaucoup de marketing. On regarde les escroqueries, on essaie de les décrypter. Les fake news, bien sûr, on en a parlé, elles sont partout, notamment sur les réseaux sociaux. Donc voilà, face à tous ces dangers finalement qui sont multiples et variés, qui sont surtout partout et très diffus aujourd'hui dans la société. Donc on essaie de créer cette relation de confiance, parce que j'oppose bien sûr la défiance à la confiance. Si on crée cette relation de confiance, eh bien moi j'espère, je suis un peu un grand naïf pour ça, mais j'espère que les lecteurs nous suivront et nous suivront encore pour de nombreuses années. Et nous, on a deux objectifs. Le premier, évidemment, même si je disais qu'on n'est pas des financiers purs, mais avec tous les outils patrimoniaux qu'on peut traiter, le premier bien sûr, c'est de faire gagner du temps et de l'argent à nos lecteurs. Et on a aussi un deuxième objectif qu'on dit souvent, qu'on répète souvent en interne et qui est assez intéressant, c'est notamment avec l'expertise de nos journalistes. L'objectif pour les lecteurs, c'est de parler d'égal à égal avec les professionnels. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez votre banquier, votre assureur ou votre notaire, qui est souvent abonné d'ailleurs aux particuliers, on le constate souvent, et ben vous avez la même information, vous êtes au même niveau d'information et vous allez pouvoir le regarder droit dans les yeux. Et je pense que ça participe aussi à la confiance qu'on peut avoir dans les médias. Alexandre Garabédian, je reformule la question pour vous. Est-ce que l'AGFI fait le poids face aux finfluenceurs, ou est-ce que vous pouvez me donner une raison pour laquelle je dois faire confiance à Alexandre Garabédian plutôt qu'à Kiss Gill, également connu sous le nom de Roaring Kitty, ou au groupe Wall Street Bets? Alors, vous pouvez me faire confiance, moi je ne prends pas de position directionnelle sur le marché et en particulier sur les actions GameStop. Pour revenir sur la question du déclin des médias traditionnels, on peut avoir ce sentiment, mais d'abord c'est pas une fatalité. Deuxièmement, je crois que sur la presse B2B, alors là pour le coup, l'AGFI n'est pas en déclin et c'est un segment des médias qui a toute sa valeur et qui l'a encore plus pour des gens qui sont inondés d'informations en permanence. Simplement, il faut faire l'effort de se demander où est ma valeur, quelle est ma proposition de valeur. Il y a des médias traditionnels qui ne l'ont pas fait et donc qui à un moment donné ont été complètement balayés par la déferlante d'informations gratuites. Il y a des gens comme France Soir qui sont morts un jour, et puis aujourd'hui il y a des journaux gratuits qui avaient balayé France Soir qui meurent aussi parce que tout est sur les réseaux. Donc quelle est l'information que je produis et quelle valeur a-t-elle? Voilà. Moi, je suis arrivé à la GFI en 2000. C'était un journal papier jaune que les professionnels de la finance qui ont mon âge ont connu. Bon, la majorité des recettes étaient des recettes publicitaires. Bon. En 2005, je vous l'ai dit, on a arrêté le papier sur cette partie-là pour passer en actualité web. L'an dernier, après le Covid, pendant 2 ans, on s'est posé, on a regardé toutes les offres de la GFI. Il y avait plusieurs sites internet, plusieurs marques, un système éditorial vieillissant. On a tout démonté et tout reconstruit pour avoir un seul site, une seule marque avec des déclinaisons. On a arrêté des publications, on a relancé d'autres. Donc c'est un travail permanent. Et aujourd'hui, dans le business model de la GFI, vous avez une majorité de recettes publicitaires, de recettes de diffusion, un tiers d'événementiel, et la publicité fait 15% peut-être. Voilà. Donc c'est du travail. Rien n'est acquis, c'est du travail. Tous les ans, il faut se reposer la question, regarder ce qui fonctionne moins bien, mais toujours, qu'est-ce que j'apporte au lecteur? Pascal Frasniti, pour le particulier, quels sont les thèmes de l'actualité de l'année 2023 qui vous ont semblé le plus important?
Alors nous, on s'inscrit un peu dans le temps long, on essaye en tout cas, donc les sujets du moment nous intéressent assez peu, mais je vais quand même tenter de répondre à la question. On a, en feuilletant un peu les numéros des derniers mois, on est un mensuel, on a un peu de recul, on essaye aussi, on a beaucoup écrit sur le plan d'épargne retraite, le PER qui nous a semblé, qui a eu un gros succès, on s'y attendait pas forcément au départ, notamment face à l'assurance vie. Donc on a pas mal écrit sur ce sujet-là, mais alors nous, c'est bien sûr ce qui nous intéresse, c'est sa dimension patrimoniale. Là encore, c'est pas tellement les fonds qui sont proposés à l'intérieur de l'enveloppe, c'est plutôt l'enveloppe, qu'est-ce qu'elle permet de faire, notamment en termes de transmission. On a trouvé que l'outil était assez intéressant. Et puis un deuxième sujet qu'on peut évoquer, c'est le sujet des sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, où là on a beaucoup suivi le sujet et on a fait jouer la complémentarité web et print et papier qui était assez intéressante. Donc sur le web, on a beaucoup traité de l'actualité brûlante lorsque les SCPI ont dévissé. On a expliqué pourquoi, la pression des autorités, notamment de l'autorité des marchés financiers. Et puis dans le magazine, on a réaffirmé notre confiance dans ces véhicules, notamment pour les plus jeunes véhicules. Et là encore, on met régulièrement à jour notre allocation de SCPI pour les investisseurs qui souhaiteraient se lancer. Voilà deux thématiques fortes de 2023. Alexandre Garabédian, des thèmes saillants en 2023 dans la GFI ? Alors non, moi j'en ai retenu 3, puisqu'il fallait en retenir 3. Le premier, c'est la politique monétaire, évidemment, et ce passage très rapide et très brutal de 0 à 4%, avec les impacts que ça a derrière à la fois sur les marchés, et donc là on revient sur le thème des SCPI par exemple, sur les classes d'actifs, et puis aussi sur les acteurs de la finance. Et ça m'amène à mon deuxième point qui était celui de la mini-crise bancaire aux États-Unis en mars 2023 et la crise Crédit Suisse, pour laquelle d'ailleurs on a reçu un des prix un des CFA Awards. En plus, alors c'était formidable parce qu'on a lancé la nouvelle version de notre site internet début mars, le 2 je crois, et donc les Américains puis les Suisses ont eu la bonté de faire l'actualité le mois suivant, et ça nous a fait des superbes audiences. Puis un troisième point moi, qui m'a frappé, qui est le retour de bâton contre l'ESG. Qui est voilà, à la fois un sujet très financier si on se place du point de vue de l'ESG, mais aussi un sujet sociétal, et on l'a vu ensuite en 2024 avec les manifestations d'agriculteurs, la protestation voilà, contre les normes vertes, et donc je pense que c'est un sujet qui va encore nous occuper pendant un petit moment. Alexandre Garabédian, et un thème émergent cette année qui vous semble ne pas encore avoir reçu l'attention qu'il mérite ? Alors, il y a un thème dont on parle partout, qui est l'intelligence artificielle, mais je trouve que les sujets de gouvernance, d'éthique de l'IA et l'impact que l'IA va avoir sur nos modèles de société est encore assez mal posé ou assez mal creusé, je trouve. Voilà, beaucoup de gens disent il faut s'en préoccuper, c'est un problème, mais finalement quand je regarde le traitement médiatique des sujets de l'IA, on reste quand même beaucoup sur Mistral a levé 600 millions, se valorise 5 milliards, et Sam Altman est formidable, voilà. On tourne encore beaucoup autour de ces sujets-là, et on n'a pas vraiment creusé le changement vraiment majeur qu'une bonne ou une mauvaise IA voilà, peut impliquer pour la société dans son ensemble. Pascal Frasnetti, pour le particulier, un thème émergent de 2024 sur lequel vous voulez attirer notre attention ? Eh bien, pourquoi pas. Alors, je vais peut-être m'en sortir encore par une pirouette. On s'inscrit encore une fois dans le temps long, vous l'avez compris, mais on suit de près l'actualité de ce qu'on appelle aujourd'hui le value for money, pardon pour mon anglais. C'est imposé comme un thème majeur, notamment du côté de l'assurance vie, pour savoir si les unités de compte avaient vraiment une valeur ajoutée. Bien sûr, on regarde ça avec un petit peu de distance, en ne boudant pas notre plaisir, on va dire, parce que chez nous, là, c'est un peu une obsession permanente, le value for money pour tous nos journalistes qui sont à la recherche depuis toujours des meilleurs placements, des meilleurs investissements, mais voilà, toujours dans cette optique de long terme, et on est assez heureux quand même que les autorités s'intéressent à ces sujets. Pascal Frasnetti, donnez-moi une raison pour convaincre les membres de CFA Society France de lire Le Particulier s'ils ne le font pas déjà, et je précise et je rappelle que nos 1500 membres en France exercent de nombreuses professions liées à la finance. Ils sont gérants d'actifs, analystes financiers, gérants privés, gestionnaires de risques, consultants, journalistes, on l'a vu, etc. Vous avez dit, il y a une grande diversité en effet parmi les CFA. Ce qu'on partage avec cette certification, je pense que c'est d'abord une certaine éthique.
il me semble. On a cette capacité chez nous à accompagner un investisseur, on le disait, en toute indépendance vis-à-vis des produits, et ça je pense que c'est assez proche finalement de cette certification, et on passe notre temps on le dit souvent, Alexandre l'a dit aussi tout à l'heure, on passe notre temps à rencontrer des professionnels qui nous racontent un peu ce qu'ils font, et puis on fait un tri, on fait une synthèse, et cette synthèse c'est la nôtre, c'est celle du particulier, donc on met notre expertise au service des autres. J'imagine un peu que c'est aussi le cas des CFA. Alexandre Garabédian, donnez-moi une raison pour convaincre les membres de CFA Society France de lire l'AGFI, au cas hautement improbable où ils ne le feraient pas déjà. Ça serait vraiment improbable, effectivement, mais ceux qui ne sont pas encore abonnés peuvent le faire parce qu'ils liront dans l'AGFI des choses qu'ils ne lisent pas ailleurs, dans les médias francophones, ou qu'ils ne liront pas d'une manière aussi approfondie. Et un professionnel bien informé, un professionnel mieux informé que ses collègues, sera aussi plus performant dans son métier. Et il ne faut pas seulement qu'ils lisent la GFI, mais il faut aussi qu'ils viennent aux événements qu'on organise parce que c'est du contenu éditorial proposé sous une autre forme. Alexandre Garabédian, pouvez-vous partager avec nos auditeurs et auditrices une recommandation de livres, films, séries, pièces de théâtre, expositions, podcasts, voyages, que sais-je, parmi vos expériences récentes ? Alors, parmi les expériences récentes, moi, je suggérais un livre qui est signé d'Alain Damasio, donc qui est un auteur de science-fiction bien connu. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction parce que ça apporte une vue beaucoup plus pertinente parfois de l'évolution des sociétés que ne peuvent le faire des essayistes ou de la littérature générale, mais on est sur un autre domaine. Et donc Damasio vient de signer un essai sur la Silicon Valley que je n'ai pas lu, donc je ne vous le conseillerais pas, mais il a signé en revanche il y a 5 ans un livre qui tourne autour des mêmes sujets, un roman qui s'appelle Les Furtifs, qui imagine donc un monde où en 2040 nous sommes traqués en permanence, on aspire nos datas à longueur de journée, on ne peut pas traverser une rue sans qu'il y ait des publicités qui apparaissent partout pour nous proposer des produits évidemment adaptés à notre personnalité. Et voilà, donc c'est un livre qui décrit assez bien cette espèce d'enfer numérique pavé de bonnes intentions, puisqu'il s'agit de cocooner le consommateur et de lui proposer l'expérience la plus personnalisée possible. Il imagine des villes qui ont été rachetées par de grandes marques, par exemple, donc je vous laisserai deviner quelle grande marque de luxe a racheté Paris. Voilà, donc je trouve que c'est une projection assez intéressante sur ce futur possible et sur la manière dont la technologie va déformer la psyché humaine. Merci. Alain Damasio fait effectivement partie des individus qui pensent la société qui vient et qui pensent notamment l'intelligence artificielle. Pascal Frasnetti, pouvez-vous partager avec nos auditeurs et auditrices votre recommandation de livres, films, séries, pièces de théâtre, expositions, podcasts, voyages, que sais-je, parmi vos expériences récentes ? Alors Alexandre a évoqué un livre, donc moi je vais partir sur une exposition. Moi je filerai directement à Chaumont-sur-Loire, qui est dans le Loir-et-Cher. J'ai une passion pour un peintre contemporain français, pour moi le plus grand, qui s'appelle Vincent Bioulès, qui a 86 ans aujourd'hui et qui expose dans le cadre magnifique du château de Chaumont, donc 40 toiles. En plus c'est des très grands formats, si vous connaissez pas sa palette de couleurs, c'est formidable. Alors il se réfère pas du tout au futur, mais on parle vraiment du monde contemporain, c'est superbe. Et c'est tout l'été. Et en plus, il y a de beaux paysages, des installations paysagistes, des installations jardins à Chaumont-sur-Loire. C'est absolument magnifique. Pascal Frasnetti, Alexandre Garabédian, je suis ravi d'avoir pu vous recevoir dans le podcast Exchange de CFA Society France. Merci d'avoir partagé avec nos auditrices et nos auditeurs votre expérience de journaliste financier. J'espère que ces échanges auront donné à nos auditrices et à nos auditeurs encore plus le goût de l'information financière de qualité. Et encore bravo à vous et aux rédactions de l'AGFI et du particulier pour votre victoire aux Media Awards 2024. Cet épisode d'Exchange est disponible sur vos plateformes d'écoute habituelles. N'hésitez pas à le faire savoir si vous l'avez aimé. À bientôt. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.